Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Ce soir, les réactions chez France Télécom après la mise en examen de leur ex-PDG, Didier Lombard, mis en examen pour harcèlement moral dans le cadre de la vague de suicides qui a secoué l'entreprise en 2008 et 2009. L'installation d'une ligne à haute tension enterrée dans le centre de Tours fait polémique. En 2013, RTE doit commencer des travaux d'enfouissement pour relier Saint-Pierre-des-Corps à la rive droite de la Loire. Projet nécessaire pour assurer en électricité le développement des quartiers nord de l'agglomération, mais qui pose des questions de santé publique pour des associations de riverains. Et puis on terminera avec une exposition à la forteresse de Chinon, Jeanne d'Arc en représentation, pub ou propagande, les multiples affiches qui montrent comment on a exploité dans le temps son image. Mais avant de développer ces titres, un scrutin, celui des militants socialistes d'Indre-et-Loire. Depuis 17h, ils votent pour définir leur candidat à la présidence du Conseil général. 1400 inscrits et un choix entre Frédéric Thomas, actuel premier vice-président de l'instance départementale, et Dominique Lachaud, conseiller général de Neuilly-Pompières. Le scrutin sera clos à 22h. Nous y reviendrons dans notre édition de demain, vendredi soir. On en vient à l'actualité qui secoue France Télécom. L'ex-PDG du groupe, Didier Lombard, mis en examen pour harcèlement moral dans le cadre de l'enquête sur la vague de suicides dans l'entreprise. En Indre-et-Loire, un suicide avait été recensé sur les 35 répertoriés en France en 2008 et 2009. Sabrina Meloult. Une exposition unique à travers l'histoire de Jeanne d'Arc et son omniprésence en tant que figure politique, populaire, cinématographique. Apparemment, un petit problème technique nous empêche de diffuser pour l'instant ce reportage. On va donc passer à notre suivant. Et le suivant, eh bien, c'est le bureau enquête et analyse pour la sécurité de l'aviation aérienne qui a rendu son rapport sur le crash de l'Airbus A330 Rio-Paris. Il s'était abîmé en mer le 1er juin 2009. Un crash qui avait fait 228 morts, dont un couple d'Azel Rideau. Eh bien, sans surprise, le BEA estime que ce crash est dû à une combinaison de facteurs techniques et humains. Les fameuses sondes pitot, les mauvaises conditions de vol et des réactions de l'équipage inappropriées. Un rapport attendu par les familles de victimes. Nous avons rencontré un parent du couple d'Azel Rideau. Voici sa réaction. À chaque fois qu'on en parle, soit médiatiquement ou qu'on en parle en famille sans pouvoir donner une vraie réponse au crash, à chaque fois ça amène de la douleur et de la peine pour toutes les familles concernées par ce crash. Je pense qu'il n'y aura jamais de conclusion réellement satisfaisante compte tenu que quand la disparition de la personne est là, on ne fera jamais revenir la personne. Par contre, si on analyse les différents critères qui se sont cumulés les uns derrière les autres, à savoir les sondes pitot, à savoir les conditions météo, à savoir éventuellement le manque de professionnalisme du copilote. Après, c'est difficile de savoir à qui incombe toute la responsabilité. Propos recueillis par Mickaël Briffaut. Un mort aujourd'hui sur les routes d'Indre-et-Loire entre Monnet et Reny. L'accident a eu lieu vers 14h sur la départementale 5. Une voiture est entrée en collision avec une moissonneuse. Le conducteur de la voiture incarcéré est donc décédé. Nouvelle polémique à Tours au sujet, cette fois-ci, de l'installation d'une ligne électrique à haute tension en plein cœur de la ville. RTE, réseau de transport d'électricité, doit débuter les travaux d'ici octobre 2013. La ligne est prévue pour être enterrée à 1,50 m, mais déjà des associations montent au créneau. Elles dénoncent un problème de santé publique. Anaïs Michaud. Jusqu'à présent, le nord et le sud de l'agglomération tourangelle étaient alimentés par des réseaux distincts, puisque RTE, la filiale d'EDF qui gère le transport de l'électricité, avait pris en compte les frontières naturelles que sont le Cher et la Loire. Or, le nord se développant plus rapidement, on prévoit une croissance de consommation de 12% d'ici à 2020. Comme le réseau existant au nord va rapidement se révéler insuffisant d'une part, et que le réseau sud n'est pas exploité autant qu'il pourrait l'être d'autre part, RTE a décidé de relier les deux réseaux plutôt que d'élargir le réseau nord. Un projet qui a l'avantage d'être plus pérenne et moins coûteux. Seul hic pour relier les postes d'Épinefort à Saint-Pierre-des-Corps et de Portillon à Saint-Cyr-sur-Loire, la ligne de 90 000 volts devra traverser Tours. Pour RTE, hors de question de mettre en ville des pylônes de 20 à 25 mètres de haut pour supporter les lignes, il faudra donc les enterrer. Outre les désagréments causés par les phases de travaux sur les 9 km du fuseau concerné,
Un autre sujet inquiète les associations, celui des risques sanitaires. On va passer en centre-ville, on va passer devant les écoles, on va passer devant plein de lieux habités. On n'utilise pas un câble blindé comme ça devrait être prévu en milieu urbain, et certainement pour une question de coût. Et donc il y a du champ magnétique qui s'évade dans la terre, qui s'évade dans tout. Et en plus, on nous dit qu'on respecte la profondeur d'1,50 m pour l'enfouissement de la ligne, alors que c'est 1,20 m, mais enfin on va jusqu'à 1,50 m. Et en fait, on ne sera pas toujours à 1,50 m. Mais pour RTE, aucun risque. Les lignes enfouies de 90 000 volts transmettent un champ magnétique 10 fois inférieur à la limite autorisée par la réglementation européenne. D'ailleurs, des installations de ce type ont eu lieu dans d'autres villes de France, comme Nantes ou Paris, et la société affirme qu'elle est pour la première fois confrontée à ce type d'inquiétude. Et une réunion publique est prévue courant juillet en mairie de Tours pour communiquer sur ce projet dont le coût est estimé à 9 millions d'euros. Nous vous en parlions hier soir, les opérateurs de téléphonie mobile envisagent d'installer une vingtaine d'antennes relais nouvelles sur l'agglomération dans le cadre de l'arrivée de Free et de la 4G. Aujourd'hui en mairie de Tours avaient lieu 2 réunions avec la maire adjointe en charge du dossier, Monique Maupuy. Elle a reçu les opérateurs, puis les associations de riverains notamment inquiètes de ces projets. On écoute Monique Maupuy au micro de Mickaël Brifoux. On est en train de chercher jusqu'où on peut aller dans la baisse de la puissance des antennes et que ça marche quand même, mais il faudra mettre à ce moment-là beaucoup plus d'antennes. Donc c'est toujours problématique. Mais enfin, il ne faut pas non plus avoir peur, il faut connaître. Bon, je pense qu'il y a de la pédagogie à avoir. Et pour information, la ville de Tours est une ville pilote dans le cadre du Grenelle des ondes. Tous les 3 mois, des réunions sont organisées et cette réunion d'aujourd'hui s'inscrivait dans ce cadre-là. On revient sur notre sujet à France Télécom. L'ex-PDG du groupe, Didier Lombard, mis en examen pour harcèlement moral dans le cadre de l'enquête sur la vague de suicides dans l'entreprise. En Indre-et-Loire, on en avait recensé un en 2008 sur les 35 qui avaient été répertoriés en France en 2008 et 2009. Sabrina Melout. Le département d'Indre-et-Loire a lui aussi connu son année noire, avec le suicide d'un technicien de 53 ans retrouvé mort en 2008 sur le lieu de son travail à Amboise. Un suicide qui encore aujourd'hui n'a pas été reconnu comme accident de service. Alors quand les syndicats ont appris la mise en examen de Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom pour harcèlement moral, ils n'ont pas crié victoire. Car c'est peut-être dès aujourd'hui que leur combat pourrait véritablement porter ses fruits. Nous, ce qu'on souhaiterait effectivement à la CGT, c'est que les membres du comité d'administration changent de stratégie, c'est-à-dire réorientent France Télécom et surtout la dégage des pressions boursières. Parce que je crois que si on retrace les années avant la privatisation, on avait effectivement un personnel qui était content de venir au travail, qui faisait son métier correctement, et on a vu là effectivement les dérives. Le jour où il y a eu, effectivement, l'entreprise a été privatisée. En 10 ans, France Télécom est passée de 1000 salariés à 600 en Indre-et-Loire. Une fois privatisée, la stratégie du groupe s'est clairement affichée. Rentabilité immédiate, un management jugé agressif pour les salariés de plus de 50 ans. Ce sont en effet les seniors qui ont été les plus touchés par cette vague de suicides. Changement d'affectation, perte de repères et pour certains d'identité. 4 ans après, des efforts ont été faits selon Thierry Foulon, secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Mais cela reste insuffisant. Un certain nombre partent en retraite en temps partiel. On a mis en place un temps partiel pour les seniors, qui fait que le départ se fait progressivement à la retraite de façon plus douce. Et il y a également, pour les personnes qui ne sont plus aptes à leur poste de travail, on essaye d'adapter, de trouver un nouveau poste de travail plus adapté. Nous avons joint la direction régionale qui s'est refusée à faire tout commentaire. Même s'il est difficile d'établir une comptabilité des suicides, les syndicats estiment qu'entre 30 et 35% du personnel serait en grande difficulté dans l'ensemble du département. Les salariés qui souhaitent aujourd'hui que le gouvernement leur tende la main avec une volonté politique, celle de remettre la mission de service public au cœur du groupe France Télécom.
En bref, pas de train entre Tours et Loges du 8 juillet au 19 août. Un pont-rail va être construit à Vénier. Conséquence, aucun train ne peut circuler. Des cars de substitution seront mis en place. Une bonne nouvelle pour deux athlètes handisport de chez nous, la pongiste Marie-Christine Fillou et la blésoise Marie-Amélie Le Fur. Elles sont qualifiées pour les Jeux paralympiques de Londres aux côtés de 162 autres Français. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 29 août au 9 septembre. Marie-Amélie Le Fur, qui participait hier soir au meeting régional Michel Musson, c'était au stade de Grandmont à Tours. Romain Delville. La qualification en équipe de France paralympique sonnait comme une évidence pour Marie-Amélie Le Fur. Mais ça reste une étape importante, le fameux billet pour Londres. L'athlète blésoise devrait s'aligner sur 100 et 200 mètres et sur le saut en longueur, catégorie amputée tibiale. C'est comme réussir un examen et en avoir confirmation le jour des résultats. C'est toujours un soulagement puisque même si j'avais fait les minima France et qu'on était très peu à les avoir fait, tant qu'on ne voit pas son nom sur la liste officielle, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, aujourd'hui soulagé. Après, ce sera certainement 100, 200 longueurs. Mais le fait d'être dans le collectif France, c'est voilà, un soulagement et on peut repartir vraiment sur de la préparation. Double championne du monde en titre sur 100 mètres et 200 mètres, 2 médailles d'argent olympiques il y a 4 ans sur le 100 et la longueur. Marie-Amélie Le Fur vient de battre son propre record du monde à la longueur avec un saut à 5,43 m. C'était il y a 10 jours à Belfort pour les championnats de France. Mais Marie-Amélie a des doutes, c'est le lot du haut niveau. Alors elle sait qu'elle peut compter sur sa famille, sur Cyril Niveau, son entraîneur, et puis il y a Mathieu. J'essaye aussi de l'apaiser quand elle a vraiment des doutes sur son état de forme, par rapport aux entraînements qu'elle fait. Si des fois elle n'a pas des bonnes sensations, j'essaie de la rassurer par rapport à ça. Sur le 100 mètres du meeting Michel Musson hier soir, l'athlète de la Giblon-Onzin, licencié du Touraine Handisport, n'était pas content des conditions de sa course. Et pourtant, elle signe un nouveau et très bon 13 secondes 15. 8 semaines la séparent maintenant de ce qui peut être la plus belle compétition de sa vie, l'Olympiade londonienne. Talentueuse et malchanceuse il y a 4 ans à Pékin, Marie-Amélie Le Fur peut maintenant conjuguer capacité physique et force de caractère. Maintenant, je sais ce que c'est les Jeux, j'ai beaucoup appris. J'ai appris de ma défaite au saut en longueur au championnat du monde, donc je sais mieux gérer un concours de longueur. Et voilà, le tout, ça va être de ne pas perdre ses moyens au jeu, même si c'est une grosse compétition qui se passe que tous les 4 ans. Il va falloir garder la tête sur les épaules et puis fixer la ligne d'arrivée. Humilité, professionnalisme et esprit de compétition, Marie-Amélie représente les valeurs humaines et sportives d'une grande compétitrice. Des valeurs que vous retrouverez du 29 août au 9 septembre pour les Jeux paralympiques à Londres. On passe du sport à la culture avec Jeanne d'Arc qui s'affiche à Chinon. À l'occasion des 600 ans de sa naissance, la forteresse accueille une exposition originale. Elle montre comment Jeanne d'Arc a été utilisée en représentation dans des publicités ou même dans le cadre de propagande. Jérôme Alain. Une exposition unique à travers l'histoire de Jeanne d'Arc et son omniprésence en tant que figure politique, populaire, cinématographique et même commerciale. C'est ce que propose la forteresse de Chinon jusqu'au 31 décembre. Affiches, gravures, le spectateur découvre Jeanne d'Arc sous un angle rarement abordé. Avec cette exposition, nous souhaitions proposer à nos visiteurs une vision d'une époque où Jeanne d'Arc était très populaire, très présente et où elle apparaissait à différents niveaux de la société. Jeanne d'Arc, figure de propagande ou plus étonnamment figure commerciale, la pucelle d'Orléans a été tout au long du XXe siècle la fille de pub de certaines marques alimentaires, comme Vittel à une époque et même pour du camembert. Elle était beaucoup utilisée pour faire la promotion de lessive, de produits nettoyants, sans doute en lien avec le fait qu'elle incarne la pureté virginale. Et puis nous nous sommes également rendus compte qu'elle était énormément utilisée par les marques de produits alimentaires. Il y a juste derrière moi une affiche des cafés Jeanne d'Arc à Orléans qui existent toujours, qui ont toujours pignon sur rue. Et jusqu'au 9 septembre, la forteresse de Chinon propose de nombreuses animations autour de Jeanne d'Arc, et notamment des représentations théâtrales à ciel ouvert, ainsi que 3 projections rétrospectives de films, les 10 juillet, 7 août et 28 août. Bref, Jeanne d'Arc s'empare de la forteresse jusqu'à la fin de l'année. Et avant de se laisser, on va regarder une image. Regardez, elle va suivre.
s'agit d'un flash mob qui a réuni près de 200 personnes. C'était hier soir à Vernoux-sur-Brenne, à l'est de l'agglomération Tourangelle. Flash mob organisé dans le cadre du Vernous Day, opération commerciale et artisanale de la commune. Cette année, l'objectif était d'acheter l'un des 3 défibrillateurs de la commune. L'organisation et le but, c'était d'abord se rassembler, faire des choses ensemble dans notre village. Première chose. Deuxième chose, un flash mob, donc tout le monde est le bienvenu pour pouvoir danser avec nous. Donc alors, on a la preuve, on était nombreux sur la place. Et puis ensuite, le projet du défibrillateur derrière pour que tout le monde participe à manger sur place. Et ça fait un peu d'argent dans l'association et on pourra acheter un défibrillateur pour tout le monde. Propos recueillis par Lucie Secconi. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle d'agriculture. Restez avec nous.